Bonjour à tous. Je vous remercie déjà pour la disponibilité et d'avoir accepté notre invitation relativement au webinaire sur la directive Network and Information Security qui est communément connue par NIS2, sachant que NIS2, c'est la directive sous le numéro 2555 de l'année 2022. Juste pour dire qu'on va aborder sur cette chose déjà, Cyberdian Group. Je présente Cyberdian Group, mais avant ça, je me présente. Je m'appelle Abdel Fettah Bekay. Je suis formateur, auditeur sur plusieurs thématiques en fait de la sécurité de l'information. J'ai quelques certifications ISO 27001, Senior Lead Implementer, Lead Auditor, un Master 27001, 27005, 27032, 21501 par rapport à la gestion de projet et 22301. En fait, j'ai une petite partie de savoir en ce qui concerne ces normes et références normatives. Je travaille au sein de Cyberdian, c'est normal, parce que je suis directeur GRC de l'abus, gouvernance, risque et conformité. Récemment, j'étais RSSI Europe au sein de Bolloré Logistique, chargé de la mise en œuvre et de la certification du périmètre européen selon la norme 27001. Auparavant, formateur depuis 2018, et je travaille sur les différentes thématiques en commençant déjà par les premières expériences qui étaient fortement liées aux opérations de la sécurité, administration des différentes plateformes Unix, Windows et tout ce qui vient avec. En fait, de façon générale, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Actuellement, je suis à 21 ans dans les différentes thématiques et les différents niveaux de gouvernance de la sécurité de l'information. Cyberdian Group est un cabinet de conseil, membre du club BIOS, organisme de certification partenaire à PECB, et autorisé à exercer la fonction formation certifiante ici en France. On est certifié RSE 2023, déjà pour démontrer la responsabilité sociale et environnementale. Et c'est un défi en fait qu'on s'est fixé nous-mêmes par rapport à cet aspect. On fait plusieurs prestations, l'ingénierie de conseil, formateur, certificateur. On accompagne aussi les entreprises pour la certification. On est partenaire avec MSECB pour la partie certification des organismes, des entreprises, et on fait un audit 360 cybersécurité. Quand on parle audit de cybersécurité, on parle justement des différentes thématiques liées à la partie cadrage, gouvernance, sécurité opérationnelle et autres. On assure aussi la partie ethical hacking, test de pénétration ou vulnerability assessment. On assure aussi les supports et services managés. Si vous voulez plus d'informations, en fait, on a notre site Cyberdian Group sur lequel vous pouvez trouver plusieurs informations qui peuvent être pertinentes selon votre besoin. À tout pour vous accompagner. En fait, je vais vous dire qu'on sera disponible. Et la finalité aujourd'hui, c'est la directive NIS2 qu'on va voir justement dans son contexte. On va voir quelques définitions et le vocabulaire par rapport à NIS1, NIS2, la directive NIS2, avec quelques détails, les chapitres, les articles de la NIS2 et les différents domaines concernés, avec la déclinaison de la NIS2 sur la sécurité des entreprises. Commençons déjà par le journal officiel numéro L333 en fait, et son impact sur la cyber-résilience, sachant que dans ce journal, on a publié un règlement qui DORA et des directives. DORA est connu sur l'acronyme de Digital Operation Resilience Act et sous le numéro 2022-2554 et NIS2. Et justement, c'est le même numéro 2022-2555, sachant que DORA est directement orienté par rapport au secteur financier, et NIS2, en fait, elle n'a pas de limitation par rapport à son domaine d'applicabilité. Il y a d'autres directives par rapport aux directives 2556 et 57 dans lesquelles on aborde des textes modifiant plusieurs règlements antérieurs. Par exemple, nous allons s'appuyer sur la 25057,
pour la classification de type d'entreprise par criticité. On va voir en fait tout ça en détail. Et le site, en fait, la référence, c'est le site européen. Voilà, site officiel de européen. Le règlement directive, en fait, c'est important de faire la distinction entre une directive et un règlement. Déjà, un règlement est applicable dans les États membres directement après son entrée de vigueur. Par contre, une directive n'est pas directement applicable dans les États membres et elle doit être transposée dans le droit national devant de devenir applicable dans chaque État membre et les différences de la décision, la directive et d'application générale. En fait, juste pour dire que un règlement comme DORA, par exemple, c'est pour ça on a parlé du journal officiel L333, justement pour dire il y a un règlement qui s'applique directement, en fait, après son entrée en vigueur, pardon, chose qui est similaire au règlement DORA, et la directive, en fait, nécessite qu'elle soit transposée pour qu'elle soit, en fait, traduite en droit national avant qu'elle devienne, justement, applicable par rapport aux États membres. Voilà, grosso modo, site officiel. Toujours, on revient à la source. En fait, c'est le site officiel qui nous donne ces définitions. Je suis pas en fait juriste ou quoi que ce soit, mais juste j'ai essayé de comprendre quelle est la différence et j'ai vu pertinent de vous partager ces informations pour qu'on se mette tous au même niveau d'information, pour qu'on comprenne aussi quelle est la différence entre un règlement et une directive, et on passe justement la structure de la directive NIS 2. Sachant que la structure est divisée en deux grandes parties, les considérants et les articles. Sachant que, pour simplifier les choses, en fait, il y a 144 considérants, sachant que les considérants fournissent un contexte, une orientation de conseil, des conseils, afin de faciliter la compréhension des exigences. Par exemple, on peut donner pour les gens qui ont travaillé avec les différentes normes. Généralement, on a toujours l'exigence en elle-même, en fait, qui est la norme normative. Exemple, 22301, 27001 ou 27701 pour la partie PIMS, juste pour dire qu'on a l'exigence et on a en fait le texte qui nous aide pour mieux comprendre, qui nous donne du contexte ou de l'orientation, des conseils pour la mise en œuvre de ces exigences. En fait, les considérants peuvent être considérés, si on parle de la 27001, comme la 27003, qui est le guide d'implémentation, entre autres. C'est des conseils de haut niveau pour mettre en place, pour mettre en œuvre les articles. Et les articles, en fait, c'est eux qui précisent les exigences auxquelles les entités entrant dans le champ d'application de la directive doivent se conformer. Juste pour dire que on a compris que la directive, ce n'est pas du tout la partie règlement, et on a aussi compris que notre directive, l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui, est bien divisé en deux catégories. La première, c'est les considérants. On a 144 et on a 46 articles en ce qui concerne les exigences de cette directive. On va voir la structure, en fait, il y a plusieurs chapitres en plus de la partie articles qu'on a 46 justement. Les articles sont divisés par chapitre. En fait, on a en tout 9 chapitres. Commençons par le premier chapitre qui aborde les dispositions générales. Commençons de l'article 1 à 6. On va voir en fait tous les articles concernent les dispositions générales, le cadrage, les idées, en fait, les concepts par rapport à ça et tout ce qui est applicable bien évidemment aux États aussi. Le chapitre 2, il parle des cadres coordonnés en matière de cybersécurité. On parle à partir de l'article 7 jusqu'au article 13. Et le chapitre 3, parlant de la coopération au niveau de l'Union européenne et au niveau international, qui est concerné par les articles 14 à 19, sachant que quand on parle de la coopération, on parle exactement de la structuration, on parle des différents mécanismes, on parle des différents organismes établis qui vont travailler ensemble dans le cadre de la mise en œuvre de cette référence sur la partie européenne, sachant qu'on va voir tout à l'heure, cette partie tout à l'heure, on va voir
les détails concernant, par exemple, cyclone, les CICIR, les SOC et tout ce qui vient avec. Et on passe au chapitre 4, pardon, les mesures de gestion du risque. En fait, c'est juste pour dire que l'accent a été mis sur la partie importance quant à la gestion du risque. On a les articles de 20 à 25 qui abordent en fait les risques, comment gérer, comment analyser en détail et quelles sont les finalités par rapport à ces risques en fait et par rapport aux plans d'action, plan de traitement de risque dans le jargon risque. Le chapitre 6, compétences et enregistrement, on parle des articles 26 à 28 et par la suite, le chapitre 5. Le chapitre 6, le partage d'informations concernant les articles 29 et 30. Et on passera là au chapitre 7 pour la supervision et l'exécution des articles 8 concernant les actes délégués et les actes d'exécution. Et le dernier chapitre, en fait, ce sont les dispositions finales qu'on pourra voir sur les articles de 40 à 46, sachant que nous allons se focaliser sur la partie qui concerne les entreprises. Du coup, nous n'allons pas arriver vraiment et nous n'allons pas détailler en fait tous les chapitres et tous les articles. On va voir de façon vraiment sommaire en ce qui concerne les exigences principales et la façon dont on pourra mettre en œuvre un programme pour gérer ces exigences. Passons aux entités essentielles et importantes. Les entités essentielles, ce sont des grands organismes dans le secteur hautement critique, tel que défini dans l'annexe 1 de la directive NIS2. Elles sont au moins 250 employés, un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros ou un bilan annuel total d'au moins de 43 millions d'euros. Par contre, les entités importantes sont des entreprises de taille moyenne dans le secteur à haute criticité, selon l'annexe 1 toujours, et certaines grandes ou moyennes entreprises dans le secteur spécifique, à savoir dans l'annexe 2 de la directive à l'exécution des unités, à l'exclusion, des entités essentielles, en fait, juste pour dire que on exclut la partie entité essentielle. Les entreprises moyennes comptent au moins 50 salariés, un chiffre d'affaires annuel ou un total bilan de 10 millions d'euros ou plus, mais pas plus de 250 salariés parce que ça rentre directement dans les entités essentielles. Et voilà, ou un chiffre d'affaires annuel total de bilan de 2 millions d'euros ou plus, mais pas plus de, je répète, un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan 43 millions d'euros, juste pour dire que la limite des critères relatifs aux entités essentielles, un tableau juste pour faciliter la vue. En fait, ici, on parle que des entreprises importantes, en fait, juste pour dire que la directive 2022/2557 détaille en fait de façon granulaire les différentes catégories, par nombre et par chiffre d'affaires et le total du bilan. Network, toujours, les obligations, déjà, c'est identifier un représentant auprès de la NSSC. En fait, on entre dans les exigences, entre autres. Identifier son ou ses systèmes d'information essentiels. Juste pour dire que aussi, il est important déjà d'établir un lien de communication entre l'organisme qui est concerné, couvert par la directive et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et aussi identifier, c'est bien, ces systèmes d'information essentiels, appliquer un délai imparti, des règles de sécurité, en fait, juste pour dire que les plans de traitement de risque parlent de la partie règles de sécurité que nous devons mettre en œuvre, en fait, et déclarer à l'ANSSI, à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, tout incident de sécurité susceptible d'avoir un impact significatif sur la continuité des services qu'ils assurent. La NSSI pourra en informer, le cas échéant, le public ou les États membres concernés. Être soumis à des contrôles de sécurité effectués à la demande du Premier ministre par
l'Agence nationale de système d'information ou par des prestataires de services qualifiés. Les sanctions sont vraiment importantes quand on parle de 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial pour les entités essentielles. Quand même, c'est une sanction vraiment qui nécessite en fait voilà, qu'on réagit, qu'on évite des situations qui peuvent nous mettre dans de telles situations. 7 millions d'euros ou 1,4 million, 1,4%, pardon, du chiffre d'affaires annuel mondial pour les entités importantes. Une amende de 100 millions d'euros en cas de refus de se conformer aux règles de sécurité et une amende de 75 000 en cas de non-déclaration d'un incident affectant les systèmes d'information essentielle, une amende de 125 000 en cas d'obstacle au contrôle de conformité réglementaire. En fait, c'est clair que vraiment, quand on voit des sanctions similaires, on pense directement qu'on est en train de sensibiliser le top management parce que généralement, la meilleure façon qui est compréhensible, le meilleur jargon compréhensible par le top management, c'est les chiffres. Et du coup, ici, on pourra justement, pour les gens qui travaillent sur la conformité, sur des projets, à savoir des consultants ou des responsables de projets de mise en conformité, ça serait facile en fait de faire le business case parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, juste pour dire que ça m'étonne qu'on pourra prévoir un plan d'action pour se conformer à la norme, à savoir à la directive, pardon, en mettant en œuvre 10 millions d'euros juste pour déjà sensibiliser sur le fait qu'on a plusieurs sanctions, à savoir on a plusieurs niveaux de sanctions, mais en fait la moindre sanction pourra impacter vraiment négativement déjà sur la partie financière, mais en plus ça pourra aussi avoir des impacts sur la réputation ou l'image de marque des organismes. Du coup, ça serait vraiment ça serait pertinent de mettre en relief, de communiquer, à savoir d'informer, parce que j'avoue que cette directive, elle a introduit une nouvelle notion qui n'a jamais été introduite en avant. En fait, la responsabilité du top management, on parlait souvent de la responsabilisation du top management, mais à ce niveau de la directive, elle a rajouté en fait un autre niveau par rapport à ça, en fait, par rapport au fait que les responsables soient informés et seront responsables et doivent être formés, sensibilisés à la sécurité cyber, juste pour dire qu'on a quelque part, c'est une façon intelligente de l'Union européenne pour onboarder les entreprises qui sont réticentes en fait par rapport à ces directives pour établir les exigences minimales en termes de cybersécurité sur le périmètre européen. Les entités critiques sont des entités publiques ou privées qui ont été déterminées par les États membres conformément à l'article 6 de la directive 2557 dont on a parlé tout à l'heure. Le groupe sur la résilience des entités critiques est un groupe spécialisé chargé d'apporter un soutien à la Commission et de promouvoir les efforts de collaboration entre les États membres pour traiter les questions relatives à la résilience des entités critiques. Il joue un rôle crucial en facilitant l'échange d'informations, en identifiant les bonnes pratiques et en contribuant à l'amélioration des lignes directrices et de rapports dans un but de renforcer les capacités des États membres et à protéger les entités critiques et atténuer les risques potentiels. L'article 6 de la directive européenne qui est déjà qui est une directive qui a été publiée dans le journal officiel L333 dont on a parlé dans les premières slides, définit les critères spécifiques pour l'identification d'une entité critique. L'identité doit fournir un ou plusieurs services essentiels. L'entité doit opérer et avoir ses infrastructures critiques situées sur le territoire de l'État membre concerné et un incident aurait des effets perturbateurs importants sur la fourniture d'un ou plusieurs services essentiels par l'entité ou sur la fourniture d'autres services essentiels dans les secteurs qui dépendent aux services essentiels fournis par l'entité. Juste pour dire, de façon indirecte, on parle des fournisseurs critiques
en termes d'infrastructure cloud ou technologique. Les États membres sont tenus d'établir et de tenir à jour un registre de ces entités au plus tard le 17 avril, qui est la date d'aujourd'hui. Non, c'est l'anniversaire, la date l'année prochaine. Pardon, aujourd'hui, c'est le dernier délai, en fait, pour les États membres pour assurer la transition, en fait, la transposition, pardon. Mais je pense qu'on a considéré, qu'on a observé un retard considérable. La conjoncture, elle est claire et on ne va pas étaler, en fait, on ne va pas détailler tous ces points parce que ils vont rien donner de valeur ajoutée par rapport à notre discussion. Et on verra ce que ça donne. Il a été repoussé, certainement, mais qui ne sera pas forcément abandonné parce qu'on parle de directives. Les mises à jour ultérieures, étant exigées tous les 2 ans. Pour ce registre, en fait, nous devons établir un registre au plus tard le 17 avril 2025. Et en fait, la mise à jour, la fréquence de mise à jour, elle est de 2 ans. Pour ce registre, les entités sont tenues à fournir les informations suivantes aux autorités: le nom, adresse, à savoir le secteur concerné, le secteur, par exemple, à savoir en liste des États membres applicables si on a une entreprise qui travaille sur plusieurs États, à savoir. Mais juste pour dire que toutes ces informations doivent être réellement tenues, établies et tenues à jour et communiquées. Principaux changements de la directive entre NIS et NIS 2. La directive NIS 2 introduit plusieurs changements importants par rapport à la directive NIS précédente. Déjà, on est sur une approche proactive. Ça veut dire on n'est pas sur la partie correction, mais on est plutôt sur une approche basée sur la prévention. On parle de prévention, ça veut dire on parle de compréhension du contexte, on parle d'identification à savoir des menaces, on parle de la gestion de risque de façon générale, et on parle de mesures, à savoir préventives, détectives et correctives. La notification des États membres des incidents, oui, c'est une nouvelle notion qui a été introduite en fait pour tout ce qui est signalement, notification des incidents. On parle de CISIRT, on va voir ça en détail. Autorité compétente, cyclone, on va voir qu'est-ce que ça veut dire cyclone tout à l'heure dans la slide correspondante. Process d'établissement du rapport à plusieurs niveaux. En fait, on a plusieurs niveaux d'établissement du rapport et le retour d'informations et enseignement tiré. En fait, par rapport, on essaye d'appliquer en fait sur tout périmètre européen et logique de gestion des risques, de gestion des incidents, efficace en tirant en fait des enseignements par rapport aux incidents qui se produisent sur le périmètre. Renseignements sur les menaces et partage d'informations, ça c'est un point vraiment intéressant parce que on sait qu'il y a même une organisation pour l'identification de vulnérabilité. On va voir ça dans la slide. Extension d'obligation de l'information parce que ça, en premier temps, le périmètre ne couvrait pas les 18 domaines concernés aujourd'hui. On va voir que c'était principalement ou initialement, il n'y avait que 6 domaines concernés. On va voir ça et défi pour les autorités nationales. C'est un vrai défi parce que les autorités nationales doivent tisser, à savoir une structure, doivent construire des structures qui leur permettent en fait d'assurer de bout en bout l'identification, la tenue à jour et en fait la surveillance, la réponse et la correction par rapport aux différentes structures, à savoir selon les SOC, les Security Operations Center, selon leur CSIRT et la collaboration en fait à l'échelle européenne, à savoir Cyclone ou les autorités compétences européennes en fait. Les changements majeurs, toujours, on a dit que NIS 1 concernait 6 principaux domaines qui étaient le transport, l'énergie, l'infrastructure, marché bancaire et financière, la santé, l'approvisionnement en eau potable et l'infrastructure numérique. Par contre, suite à la mise à jour, on est passé de 6 à 18, comme on voit ici. NIS 1 et la deuxième couche, en fait, concerne NIS 2. On parle en plus des 6 domaines concernés, 6 domaines, en fait, c'est des industries concernées.
parle de 18, on a rajouté 12, par exemple, produits chimiques, la recherche, les services postaux, à savoir les banques en tant que banque directe, les OSU, sachant que les banques, ils ont déjà leur référence qui d'aura des eaux usées, la gestion des déchets, les administrations publiques, la fabrication, l'alimentation et la gestion des déchets et l'espace. Juste pour dire que le périmètre a été bien étendu par rapport à ce qui a été initialement en 2000 dans la directive NIS 2 qui a été publiée en 2016 et qui a été entrée en vigueur, je pense, en 2018, si ma mémoire est bonne. Oui, la directive sur la sécurité des réseaux et de l'information, on parle de NIS 2, NIS 1, pardon, la NIS tout simplement. Le paysage des menaces est une constante évolution et les menaces deviennent de plus en plus grandes. L'Union européenne a décidé de développer une deuxième version de NIS, la directive NIS 2 entrera en vigueur demain, le 18 octobre 2024. Il vise à compléter et renforcer le travail entamé initialement dans la directive NIS. La première version est entrée en vigueur en 2018, tel que déjà communiqué. L'objectif principal est de créer un environnement numérique plus résilient et plus sécurisé au sein des États membres de l'Union européenne en établissant des normes communes de cybersécurité pour fixer déjà les lignes directrices et le baseline, en fait, juste les exigences minimales auxquelles tout le monde doit se conformer en termes d'organismes OIV d'importance vitale. En renforçant la protection des infrastructures critiques et en promouvant des pratiques de cybersécurité basées sur les risques, on favoriser la coopération et le partage d'informations entre les États membres des parties prenantes concernées. La directive NIS vise à renforcer la protection des infrastructures critiques dans les États membres par le biais de mesures de sécurité. Elle décrit les exigences au niveau de l'Union européenne et des États membres, notamment la création d'un groupe de coopération, la mise en place de réseaux CISIRT, l'adoption de stratégies nationales et la garantie de la conformité des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de services numériques. La transposition en France par rapport à la première version NIS, la loi 2018-133 du 27 février 2018 et l'arrêté de 14 septembre 2018 fixant les règles applicables à destination. On parle, en fait, il n'y avait que les opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de services numériques. Un service essentiel répond à 3 critères. Le service est essentiel au maintien d'activités sociétales ou économiques critiques. La fourniture de ce service est tributaire des réseaux et des systèmes d'information. Un incident sur ces réseaux et systèmes aurait un effet disruptif, important sur la fourniture du dit service. Principale disposition, on passe à la NIS 2. Le premier volet, c'est la gouvernance. Le premier volet de la directive prévoit le renforcement des capacités nationales de cybersécurité des États membres. Les principes prévus sont conformes à l'organisation nationale existante, mature et fonctionnelle. Une autorité nationale en matière de cybersécurité et une cyberdéfense, la NSSI, qui participe par ailleurs au groupe de coopération, rassemble les États membres. L'article 11 de la directive, un centre de réponse aux incidents, CERT-FR, selon l'article 9, impliqué dans l'échange opérationnel avec les CISIRT nationaux existants, selon l'article 12. Cette organisation est supportée par une stratégie nationale pour la sécurité du numérique présentée en 2015 et renforcée par la revue stratégique de cyberdéfense en RSC, présenté le 12 février 2018. La coopération, c'est le deuxième point. La multitude des vulnérabilités informatiques critiques ainsi que la multiplication des réseaux, des machines zombies, on parle de botnet, et de vagues d'attaques sans frontières mettent en évidence la nécessité de pouvoir s'appuyer sur un réseau global d'expertise, de vigilance et de traitement des incidents cyber à l'échelle européenne. La directive NIS prévoit la mise en place d'une coopération entre les États membres
portant sur les aspects politiques et opérationnels de la cybersécurité. La politique de coopération, le groupe de coopération, l'article 11 de la directive Nice a mis en place un groupe de coopération qui réunit depuis février 2017 les représentants des États membres de la Commission européenne. Le NISA, en fait, c'est l'agence européenne, European Network and Information Security Agency. Ces sessions plénières sont présidées par la présidence en exercice du Conseil de l'Union européenne. Ses objectifs, c'est de soutenir et faciliter la coopération stratégique entre les États membres, faciliter les échanges d'informations et renforcer la confiance mutuelle, élever le niveau global de maturité et les capacités nationales de cybersécurité, les formations, l'outillage, etc. En France, c'est l'Agence nationale de sécurité du système d'information, l'Autorité nationale de cybersécurité et de la cyberdéfense qui participent à ces échanges. Les travaux menés par le groupe de coopération ont permis d'accompagner les États membres pour la transposition de la directive en élaborant des méthodologies communes à règles de sécurité, identification des organismes dont on a parlé, des organismes essentiels et les fournisseurs de services numériques. Le groupe de coopération est également une plateforme d'échange entre les États membres de l'Union européenne permettant de mener des réflexions à l'échelle européenne, que ce soit sur les sujets transverses ou bien au niveau de secteur d'activité. Opérationnel, on passe de la politique aux opérations. Le réseau de CICIRT nationaux, en vertu de l'article 9 de la directive, chaque État membre a désigné un ou plusieurs CICIRT chargés de la gestion des incidents et des risques au niveau national. Depuis février 2007, les CICIRT se retrouvent au sein de groupes CICIRT nationaux, nommés CICIRT Network, une base précieuse d'échange entre les États créée par l'article 12 de la directive. Les États membres de CERT Europe participent également aux rencontres, tout comme la Commission européenne en tant qu'observateur. Le NISA assure, quant à elle, le secrétariat des rencontres qui soutient la coopération entre les CICIRT. Les objectifs, c'est de renforcer la capacité nationale de cybersécurité en constituant un réseau d'experts, consolider la confiance en favorisant les échanges entre les CICIRT nationaux, partager les connaissances de menaces portant sur l'espace européen, promouvoir la coopération opérationnelle multidomestique, le CERT-FR de la NSSI qui représente la France dont de nombreux groupements de CICIRT européens et internationaux a été désigné unique CICIRT pour assurer la mission de CICIRT national au sein de CICIRT Network. Cybersécurité des opérateurs de services essentiels. Une fois désigné, un opérateur de services essentiels devra identifier un représentant auprès de l'agence nationale, identifier six systèmes d'information essentiels, appliquer des délais impartis, des règles de sécurité, c'est les mêmes règles dont on a vu tout à l'heure, déclarer à l'agence nationale tout incident de sécurité susceptible d'avoir un impact significatif sur la continuité des services qu'il assure. L'ANSSI pourra en informer le cas échéant le public et être soumis à des contrôles de sécurité effectués à la demande du Premier ministre par l'Agence nationale de sécurité du système d'information ou par des prestataires de services qualifiés. Pour l'instant, il n'y a pas de transposition. Pour l'instant, on n'a pas de visibilité par rapport à ça, mais on aura certainement une réponse à cette question. Les règles de sécurité sont définies dans l'arrêté du 14 septembre 2018. Des sanctions sont également prévues de non-respect de règlement de coûts de contrôle effectués par l'Agence nationale destinée à vérifier le respect d'obligations à la sécurité des réseaux de systèmes des opérateurs et précisé dans l'arrêté paru le 1er août 2018, sachant pour titre informatif que les frais par rapport à toutes ces missions d'audit
est assurée en fait par l'organisme, l'opérateur de services essentiels. En fait, c'est à la charge de l'entreprise. Les principales dispositions cybersécurité des fournisseurs de services numériques. Un fournisseur de services numériques devra analyser les risques sur les systèmes d'information, prendre les mesures techniques et organisationnelles dans chacun des domaines suivants: la sécurité des systèmes et des installations, la gestion des incidents, la gestion de la continuité d'activité, le suivi, l'audit et le contrôle. On parle de la surveillance, entre autres, le respect des normes internationales, déclarer à l'Agence nationale tout incident de sécurité susceptible d'avoir un impact négatif sur la continuité des services qu'ils assurent. L'Agence nationale pourra en informer le cas échéant le public ou les États membres concernés, être soumis à des contrôles de sécurité effectués à la demande du Premier ministre par l'Agence nationale. Les 23 règles qui couvrent les 4 domaines. La première concerne la gouvernance de la sécurité. Le premier domaine, c'est la gouvernance de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information concernant l'analyse des risques, les politiques, l'homologation de sécurité, les indicateurs, l'audit et la cartographie des systèmes critiques. La deuxième, c'est la protection des réseaux et des systèmes d'information en ce qui concerne la partie opérationnelle, configuration, cloisonnement, accès distant, filtrage, compte d'administration, gestion des systèmes d'administration, identification, tous ces points, authentification, droit d'accès, procédure de maintien en conditions de sécurité, la sécurité physique et environnementale. Troisième domaine, c'est la défense des réseaux et des systèmes d'information. 2 secondes, désolé, je dois faire un petit effort, je dois enlever ce qui, quelque part, dérange un petit peu, voilà. La défense des réseaux et des systèmes, détection, journalisation, corrélation, analyse des journaux. Corrélation et analyse des journaux, réponse aux incidents, traitement des alertes, la résilience des activités, la gestion de crise en ce qui concerne la résilience des activités. Les principaux changements, on a parlé qu'il y avait l'approche proactive qui a été instaurée par rapport à NIS2. On a vu toutes ces informations lors des précédents slides. Vu d'ensemble, l'article, on va voir une partie des articles, on ne va pas voir les 46, juste pour dire que l'article 1 concerne l'objet et champ d'application, définit les objectifs, champ d'application de la directive. L'article 2 fournit une définition en termes essentiels utilisés dans la directive. L'article 3, quant à lui, parle des entités essentielles et importantes, établit des critères pour classer les entités à savoir, et ça, on le fera bien évidemment selon la directive 2022/2557, article 4, mesures de sécurité et gestion de risque. Les entités doivent mettre en œuvre, on est tous d'accord qu'il faut mettre en place un programme de gestion de risque, signalement des incidents, c'est une obligation. Et l'article 7 parle de la coopération entre les États membres. On parlera aussi des articles 8 concernant tout ce qui est réponse aux incidents. L'article 9, examen et audit, du coup, précise les exigences pour les audits de cybersécurité. L'article 10, c'est par rapport au partage d'informations. 11, les obligations qui sont applicables aux États membres en matière de supervision. L'article 12, concernant les sanctions en cas de non-conformité. 13, la coopération transfrontalière renforce, en fait, c'est juste pour dire que la coopération entre les différents États membres et d'autres acteurs qui peuvent, pour prévenir et gérer efficacement les cybermenaces. L'article 14, évaluation de la directive, prévoit une évaluation périodique, en fait, pour s'assurer qu'elle reste pertinente, adéquate et qu'elle donne des résultats comparables. Mesures de gestion de risque. On parle de la gestion de risque et un élément crucial, sachant que l'article 21 de la directive résume les mesures minimales que les entités sous NIS2 doivent prendre.
Ces mesures précisent clairement la nécessité de gestion des risques. Déjà, gestion des risques liés à la sécurité de l'information par déjà la gestion des incidents, de la continuité d'activité, la chaîne d'approvisionnement, sécurisation, l'acquisition, le développement et maintenance des systèmes politiques et procédures pour évaluer l'efficacité des mesures de gestion de risque cyber, l'hygiène informatique de base et la formation politique sur l'utilisation appropriée de la cryptographie et du chiffrement, sécurité des ressources humaines, politique de contrôle d'accès, gestion des actifs, utilisation de l'authentification multifacteur, communication sécurisée par voix, vidéo, texte et communication d'urgence sécurisée, les exigences minimales de l'article 21 qu'il faut en fait qu'il y ait une politique d'analyse des risques et de sécurité des systèmes d'information et des politiques et procédures pour évaluer l'efficacité des mesures de gestion de risque en cybersécurité. Base justement pour enchaîner avec la partie risque. Quand on parle risque, on parle de vulnérabilité. En fait, l'Europe en fait a prévu une base de données européenne sur les vulnérabilités. Cette base de données, elle contient des détails spécifiques sur chaque vulnérabilité, sachant que chose qui a été faite généralement, l'Agence nationale, elle publie souvent la liste des vulnérabilités, mais en fait, c'est centralisé au niveau européen cette fois-ci. Les informations sur les produits ou services affectés par ces vulnérabilités, le niveau de gravité attribué à chaque vulnérabilité, on parle de CVSS par exemple, les descriptions claires des circonstances dans lesquelles les vulnérabilités peuvent être exploitées, disponibilité des correctifs, conseils pour atténuer les risques lorsque les correctifs ne sont pas immédiatement disponibles, en fait, juste pour prévoir des mesures de contournement ou des mesures temporaires. Directive, un cadre plus rigide, en fait. L'objectif principal, c'est assurer un haut niveau commun de cybersécurité dans l'Union européenne, secteur couvert à l'infrastructure critique, énergie, santé. Il y avait 18, en fait, on ne va pas les répéter. L'harmonisation, imposer des mesures de sécurité communes à tous les États membres. Cyclone, partenaire stratégique de cybersécurité. Cyclone, en fait, European Cyber Crisis Liaison Organization Network. C'est l'organisme de liaison pour la gestion cybercrise, une initiative selon l'article 16 qui doit être mis en place dans le contexte comme une plateforme collaborative ou un programme de transfrontalier en cybersécurité. Le rôle de Cyclone, par exemple, dans la NIS2, la coordination entre les différents acteurs de cybersécurité, en particulier au niveau européen, contribue à la gestion des incidents majeurs qui affectent plusieurs États membres, mettre en place des systèmes d'alerte rapides et des mécanismes de réponse aux menaces. Les CSIRT, Computer Security Incident Response Team, ce sont des équipes responsables de la gestion des incidents dans les organisations. Le rôle dans le cadre de la NIS2, gestion des incidents, analyse et réponse aux cyberattaques, coopération entre les CSIRT des différents États membres pour une réponse coordonnée, partage d'informations et d'alerte sur les menaces cybersécurité, développer des plans de continuité et des recommandations en cas d'incident grave. Le SOC, Security Operations Center, ce sont des centres de surveillance de sécurité où des analystes surveillent les réseaux et les systèmes d'une organisation en temps réel. Le rôle dans NIS2, surveillance 24/7 des infrastructures critiques pour détecter, analyser et répondre rapidement aux incidents, prévention proactive par l'analyse des données et des menaces, coordination avec les ISIRT pour répondre efficacement aux incidents, partage d'informations avec les autorités compétentes pour assurer la conformité aux exigences de NIS2, autorités compétentes, rôle des autorités compétentes dans la NIS2, supervision et coordination, superviser la mise en œuvre de la directive NIS2 par les organisations concernées,
dans chaque État membre, l'évaluation de la conformité, veiller à ce que les entreprises respectent les obligations de cybersécurité imposées par la directive, notamment en matière de signalement des incidents, mesures correctives, pouvoir imposer des sanctions ou des amendes en cas de non-conformité, collaboration internationale, participer aux discussions avec les autorités nationales et européennes pour partager les meilleures pratiques et informations. Les domaines concernés, la gouvernance, on parle de gestion, appréciation de risque, à savoir politique, sécurité, homologation, indicateur, la protection, configuration. En fait, c'est la déclinaison de la norme, de la directive, pardon, sur les mesures opérationnelles et organisationnelles au sein de l'organisme. La gouvernance, sécurité, déjà un recensement des systèmes d'information, cadre de gouvernance, gestion de risque, c'est les points dont on parle et reparle en fait dans le quotidien pour sécuriser tel ou tel environnement, mais de façon structurée et homologuée en fait pour dire que la directive NIS 2 et versus les normes et les standards en fait qu'on travaille, sur lesquels on a travaillé pendant des années, juste pour dire que nous avons essayé de matcher les différents domaines par rapport aux exigences normatives. On voit clairement que la majorité des points de cette référence, de cette directive, sont couverts par les différentes normes, à savoir 27001 principalement, 27005, 27002, l'annexe en fait, la 27001, et la partie continuité d'activité selon la 22301. Pour nous choisir, en fait, nous sommes prêts et nous sommes déjà membres du Club Orbios, un centre de formation, et nous avons l'expertise nécessaire pour vous accompagner par rapport à telle ou telle exigence